Nous proposons ce soir un entretien exclusif avec le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du PSE. Abdelaziz Tall aborde avec Mamadou Sambou les abécédaires du PSE, morceau choisi. En matière d'énergie, nous attendons le lancement de la centrale de Tobène, le démarrage imminent de la cité de l'émergence dans le mois prochain, le démarrage imminent de la cité du savoir à Diamniadio, les logements sociaux de Diamniadio qui connaissent déjà une bonne avance. Évidemment, il y a le centre de conférence de Diamniadio, la création de parcs industriels avec l'intérêt manifesté par des investisseurs chinois qui étaient là au mois de juillet et qui envisagent de délocaliser au Sénégal une partie de leurs activités, ce qui va générer à terme des milliers, des centaines de milliers d'emplois. Et naturellement, l'autoroute Thiès, Tivaouane et Touba. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre a déjà annoncé dans une interview qui est parue cette semaine les résultats attendus en 2015, notamment dans le secteur des transports urbains, dans celui de l'habitat social, dans le secteur de l'énergie et des infrastructures. Autant de projets qui vont dans un très court terme entraîner des changements positifs en matière de création d'emplois, de développement de nos exportations et d'amélioration significative de la qualité de vie des citoyens sénégalais. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien juste après le journal de 20h. Nous nous rendons à présent dans le village de Lati, situé dans la commune de Boutoupa à Kamarakunda en Casamance. La piste de production qui relie Lati à Sindon vient d'être inaugurée, financée par le département américain de l'agriculture. Son coût s'élève à 4 milliards de francs CFA. Cette piste de production va permettre aux populations de se déplacer et d'acheminer leurs produits à Ziguinchor et dans les autres localités du pays. Abdelaziz Ban. C'est l'adjoint au préfet de Ziguinchor et la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis qui ont coupé le ruban pour l'inauguration de la piste Sindon-Lati. Longue de 12 km, cette piste de production présente plusieurs avantages. Vous contribuez au développement des localités bénéficiaires, au renforcement des liens entre les peuples par l'accessibilité, la facilitation de la mobilité des usagers et de leurs biens, l'évacuation rapide des produits vers des centres commerciaux des villes, la résolution des problèmes de la mévente. Cette piste-ci est vraiment une piste pilote. Ceci n'est pour nous que la première piste que nous allons faire. En tant que telle, en fait, ça a été une expérience concluante à notre avis. Nous travaillons en HIMO, ça veut dire haute intensité de main-d'œuvre. Nous avons recruté presque 300 manœuvres sur ce chantier et ce sont eux qui ont aidé à réhabiliter la piste. Financée à hauteur de 4 milliards de francs CFA par le département américain de l'agriculture, l'infrastructure routière est le fruit d'un partenariat entre le Sénégal et les États-Unis. Elle aboutit sur la route nationale numéro 6. Le projet que nous inaugurons aujourd'hui offre un aperçu des possibilités qui recèlent à une Casamance définitivement pacifiée. Toutefois, nous continuons à avoir un grand besoin de soutien de chacun. Le projet du département de l'agriculture envisage la réhabilitation d'un total de 130 km de route avec 260 km de système d'évacuation des eaux. Il employera jusqu'à 900 personnes sur une période de 3 ans. Nous avons hâte que ce réseau routier soit achevé pour le plus grand profit de la région et du Sénégal tout entier. Nous sommes disposés et dévoués vraiment à accompagner nos partenaires de l'USDA et également leurs collaborateurs de Shelter for Life pour vraiment le suivi, l'exécution correcte, normale de ce programme de réhabilitation des pistes de production. Après l'axe Sindon-Lati, d'autres pistes de production vont être réhabilitées. C'est pour lutter contre le désenclavement de certaines localités de la Casamance.
Alerte en mer, la houle qui a causé la disparition de pêcheurs ces derniers jours est toujours présente sur la petite côte et dans la zone sud. Elle y sera jusqu'à demain mercredi à 18 h. Pour éviter toute perte en vies humaines, la météo déconseille aux pêcheurs de la petite côte d'aller en mer. Il est aussi déconseillé aux pêcheurs des zones non concernées de se diriger vers la petite côte et la zone sud. Du côté des pêcheurs, ces conseils restent encore diversement partagés. Ibrahim Diédhiou. Depuis quelques jours, la mer est très houleuse. Selon la météo nationale, la houle est encore présente sur la petite côte, notamment à Joal et à Mbour. Elle y sera jusqu'à ce mercredi à 18 h. Je leur conseille plutôt de ne pas s'aventurer en mer parce qu'on a ces houles de secteur sud, n'est-ce pas, qui ne vont pas durer parce que ça commence aujourd'hui à 0 h jusqu'à 18 h. Cette houle persistante a causé la disparition de pêcheurs. Ces derniers ont bravé la mer malgré l'alerte lancée par les services nationaux de la météorologie. Ces derniers avaient déconseillé toute activité de pêche en mer durant le passage de la houle. Ils voyagent et ils se dirigent vers nos côtes. En hivernage, en général, les houles nous viennent du sud. C'est dû au renforcement de l'anticyclone des Açores. Au mois d'août, c'est en ce moment qu'on remarque qu'on a des houles de secteur sud très soutenues qui, en général, concernent l'axe Casamance jusqu'à la Petite Côte ou bien Dakar. Du côté des pêcheurs, ces conseils sont diversement partagés. Nous écoutons les conseils de la météo. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de pêcheurs ne sont pas allés à la mer. Nous écoutons les conseils de la météo. Mais parfois, nous ne partageons pas ces prévisions. Aussi, la pêche est notre seule source de revenus. La météo demande aux pêcheurs des zones non concernées de ne pas se diriger vers la petite côte. Cela ne suffit pas, la vigilance doit être toujours de mise. À Dakar, par exemple, la mer reste toujours agitée. Comme en attestent ces images avec ces pêcheurs de Soumbédioune, ils voulaient braver la mer, mais avec la furie de ces vagues, ils sont très vite déchantés et garés des pirogues. Voilà donc des conseils à suivre en cette période de houle. Comme à chaque veille de pèlerinage en Terre Sainte, le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques a tenu son point de presse ce mardi. La rencontre a été l'occasion de faire le point sur les préparatifs du pèlerinage à Rome pour cette 50e édition. Le thème choisi est Pèlerin avec la Sainte Famille. C'est un compte rendu signé Kodoussen. Pèlerinage 2014. Tout est fin prêt pour permettre aux fidèles catholiques de vivre pleinement leur foi. Pèlerin avec la Sainte Famille, c'est le thème choisi pour cette 50e édition. Au cours de ce point de presse, le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques Saint-Pec est revenu sur les changements apportés à l'organisation du pèlerinage en Terre Sainte. Nous avons tablé de travailler cette année sur le chiffre de 250 pèlerins. L'année dernière, nous étions à près de 450, mais nous avons revu à la baisse le chiffre pour pouvoir quand même fonctionner de manière un peu plus gérable. On est obligé d'avoir un chiffre de travail à cause de toutes les réservations qu'il faut faire à l'avance en matière d'hôtels, d'avions et puis même de circuits de pèlerinage, ne serait-ce que pour célébrer des messes. Si vous allez à un endroit, si vous ne vous êtes pas pris à temps, vous ne pouvez pas avoir la messe à l'heure que vous souhaiteriez. Des recommandations ont été faites aux pèlerins pour leur permettre d'effectuer un bon pèlerinage. Il ne faudra pas prendre 25 kilos en partant. Il ne faut pas dépasser 10, 12, 15 kilos pour pouvoir apporter des choses, des cadeaux ou d'autres présents qu'on voudrait offrir au retour. La ponctualité est contenue en fait dans le respect des autres. La ponctualité parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Et si chacun prend ses aises et ne respecte pas les horaires donnés, ce que nous devons réaliser ensemble devient désagréable. Suite à une forte demande des fidèles catholiques, les évêques ont décidé de rendre annuel le pèlerinage à Rome à partir de cette année. Aux États-Unis, Ferguson, toujours en proie à des émeutes, la tension monte depuis la mort du jeune Mike Brown le 9 août dernier. Les affrontements posent la question de la militarisation de la police américaine. Véhicules blindés, équipements anti-émeutes, lance-grenades. À Ferguson, petite ville du Missouri en proie à des émeutes, les images de policiers équipés pour partir à la guerre face à des manifestants qui crient « main en l'air, ne tirez pas » posent la question du surarmement de la police américaine.
La question a même été soulevée par le président Barack Obama ce lundi. Nos droits constitutionnels, la liberté d'expression, le droit de manifester et la liberté de la presse doivent être protégés avec attention. Un usage excessif de la force de la part de la police ou toute action qui prive le peuple du droit de manifester pacifiquement est inexcusable. Point de départ, la mort, le 9 août dernier, de Mike Brown, adolescent noir tué par un policier, la lenteur de l'administration à faire connaître la vérité et la réaction musclée de la police face aux manifestants. Depuis, la situation a dégénéré. Les soldats de la garde nationale sont arrivés lundi en renfort. Nos soldats sont bien entraînés et ont participé à de nombreuses missions au nom de l'État pendant des années. Ils sont bien équipés. La militarisation de la police américaine a débuté dans les années 90, quand les forces de police locales ont pu racheter les surplus de l'armée. Un phénomène qui s'est accentué à partir du 11 septembre 2001, sous couvert de lutte contre le terrorisme. Mais cet équipement n'a pas permis de ramener le calme à Ferguson. Des journalistes eux-mêmes ont été mis en joue par des policiers quand ce n'est pas arrêté. Face aux forces de l'ordre, la tension est vite montée dans les rangs des protestataires. Mardi, la police annonçait avoir été la cible de tirs. 2 personnes ont été blessées par balle par des manifestants et 31 ont été arrêtées dans la seule nuit de lundi à mardi. Notre tour du monde en images, nous parlerons de la crise en Irak, mais aussi en Ukraine, où les violences ont fait une dizaine de morts, essentiellement des femmes et des enfants. Mais tout d'abord, nous allons en Inde, où les inondations ont fait d'importants dégâts. En Ukraine, l'armée annonce qu'un convoi de réfugiés civils a été attaqué par les rebelles pro-russes. Kiev dénombre des dizaines de morts, comprenant des femmes et des enfants. Pour l'instant, aucune image de ce convoi ne nous est parvenue. Ce mois-ci, plus de 2000 civils ont été abattus dans les combats, selon l'ONU. Les djihadistes de l'État islamique continuent leur propagande sur les réseaux sociaux. Dans une nouvelle vidéo postée sur YouTube, ils adressent un message aux États-Unis. Avec une mise en scène digne d'un jeu vidéo, les combattants montrent en viseur de fusil abattre des soldats ennemis. Une mise en garde contre une potentielle intervention terrestre américaine en Irak. Au moins 90 000 personnes ont perdu leur maison dans l'état d'Uttar Pradesh en Inde. En cause, la mousson et ses pluies diluviennes qui ont inondé des milliers de villages. Chaque année, les dégâts sont considérables dans le pays, dans des régions où les secours peinent à avancer. Retour au Sénégal, nous parlons d'handisport. Les internationaux sénégalais ont offert ce week-end du matériel et de l'expertise aux joueurs locaux. C'était au stadium Marius Ndiaye pour l'occasion. Tournoi regroupant plusieurs équipes du Sénégal a été organisé pour ces joueurs évoluant en Europe. Tandakha Ndiaye. Et voici Handistar de Dakar en vert et ceux de Thiès en blanc qui ont ouvert les hostilités dans une rencontre dominée par les Dakarois. Et voici Talibou Dabo en rouge. Les champions 2013 de Dakar ont surpris les bleus-blancs de Guédiawaye. Le temps de laisser les rouges de Rufisque en découdre avec l'équipe du Dakar Plateau. La verte Casamance a été aussi bien représentée, mais le clou de la manifestation a été le don de matériel sportif roulant offert au club sénégalais. On a ramené des fauteuils parce que les fauteuils de basket pour les aider parce que la dernière fois ils étaient partis à Maroc, ils avaient des problèmes de matériel. D'une part le matériel et d'autre part nous pouvons partager notre expérience. L'expérience en tant que joueur. Et moi-même, j'ai organisé 2 Coupes d'Europe et différents autres grands tournois. Le geste a été bien apprécié par les responsables de Handisport. Les expatriés qui sont en Europe, ils se sont vraiment entendus pour offrir du matériel, des ballons de basket notamment et des fauteuils roulants. Parce que tout le monde sait que le matériel sportif de la personne handicapée est très cher. Et au fur et à mesure, ce matériel-là évolue. Parmi les généreux donateurs, Eladji Diouf, le Milanais en Série A de basket italienne Handistar, les cousins Ibrahima Ndiaye, vice-champion de France 2004 avec Tonon Lebin, en compagnie de Ibrahima Faye en Série B italienne de Sérignon. Sans oublier Aliou Dramé, déviant Tono Gaillard et Youssouf Diouf, 3e meilleure performance mondiale en javelot. Voilà un beau geste des internationaux dans les sports. À saluer le cinéma sénégalais en deuil. Momar Thiam n'est plus. Le doyen des cinéastes du pays s'est éteint ce matin chez lui à l'âge de 85 ans. Dans sa riche filmographie, on peut retenir Bax Yamba, grand classique du 7e art africain.
Mais avant de devenir cinéaste, Momar Thiam a immortalisé les grands moments de l'histoire du Sénégal en tant que caméraman aux actualités sénégalaises. Retour sur une vie dédiée à l'image avec Oumidour. Momar Thiam fait partie de ces gens qui ont marqué à jamais la vie de la nation, même si souvent leur visage était inconnu du grand public. Aux actualités sénégalaises, c'est lui qui, aux côtés de Paulin Soumanou Vieira, a gravé à jamais sur pellicule les grands événements du Sénégal nouvellement indépendant. J'ai pu faire le reportage de l'inauguration de la grande mosquée de Touba en 1963. Donc, on a fait un reportage qui est après, même année, je fait un reportage, rencontre le président Senghor et Modibo Keïta à Kidira. C'est réconciliation. Mais c'est du 7e art que Momar Thiam a toujours rêvé et il s'est donné les moyens d'atteindre son objectif. J'ai commencé la photographie. J'ai eu un cours au Centre d'études techniques et artistiques de Paris. J'ai commencé par la photographie, terminé par le cinéma. En 1962, il réalise enfin son premier film, Sarzan, adapté d'une nouvelle de Birago Diop. Suivront plusieurs documentaires et fictions, Karim, Simb, Sadaga, Bouki cultivateur ou encore La Malle de Makakouli. Mais le film qui le propulse au rang de maître incontesté du cinéma est Baxiamba. Cette chronique sur la drogue avait fait scandale à sa sortie en 1974. Affaibli par le poids de l'âge, Momar Thiam s'était retiré de la vie publique ces dernières années, mais le natif de 1929 menait son dernier combat. Prochainement, un musée du cinéma. Un musée du cinéma, au moins le cinéma du Sénégal. Depuis 1905, 2018, c'est un projet de parcelle beeg yooyu yëpp terrain bi am naa ko def naa ko nekkuma dul nag fi mu nekk financement bi ci laa nekk pour commencer construction bi ak lancer sama cinéma bi di ñaan nag aussi fii état bi jàppale ci def ko. En disparaissant ce 19 août 2014, Momar Thiam n'aura donc pas eu le plaisir de voir son projet sortir de terre. En décembre 2013, le ministère de la Culture avait célébré son œuvre. Mais le plus bel hommage que peut et doit lui rendre le Sénégal est la concrétisation de ce projet qui lui était si cher. C'est un devoir de mémoire vis-à-vis d'un homme qui a consacré toute sa vie au patrimoine audiovisuel du Sénégal. Musée du cinéma, ça sera le premier musée du cinéma en Afrique noire. Momar Thiam nous a donc quitté ce matin. Toutes nos condoléances à sa famille et au monde du cinéma. Voilà qui m'a fait à cette édition. Abbas Sow sera sur ce plateau pour le dernier journal, mais n'oubliez pas l'entretien à Mamadou Samambao et le ministre Abdoulaziz Tal. C'est à suivre après cette édition. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.